remercie donc tout d'abord les amis du château et le château de Pau pour leur accueil et cette proposition justement de faire cette conférence. Alors, pour introduire mon propos et vous donner une idée un peu plus générale, je voudrais d'abord rappeler en quelques mots justement l'histoire du service communautaire que je représente ici et ses missions. Alors, la ville de Pau va se doter très rapidement de locaux pour accueillir ses archives, donc dès 1515. Mais les archives connaîtront de nombreuses pérégrinations, aussi bien au niveau de leur localisation que de leur traitement intellectuel. Elles vont déménager successivement des Cordeliers, aux Nouvelles Halles, au Théâtre Saint-Louis, puis au Square Lafont. Et actuellement, comme nous l'a rappelé M. Batailly, nous sommes à l'usine des tramways depuis 2010. Alors, leur sort intellectuel va être tout aussi mouvementé. Alors, si très tôt on a pensé à les loger, on ne les a pas toujours dotés d'un archiviste, ou plutôt d'une personne qui en avait la qualité professionnelle. Alors, le premier instrument de recherche des archives de la ville de Pau est arrive assez tôt, donc dès 1594. Cependant, l'archiviste, si on peut dire, nommé en 1842, rédige un instrument de recherche en 1845 où il décide de supprimer purement et simplement 1 millier de registres de l'octroi. Donc ce type de décision explique que beaucoup de pièces anciennes n'existent plus que sous la forme de copies du XVIIe siècle actuellement. Enfin, un des derniers grands changements en date pour ce service, donc on va suivre les évolutions des collectivités locales et on va devenir un service d'archives communautaire et non plus service municipal. Alors, à ce titre, il a pour mission la collecte, la conservation, le classement et la communication. Donc, des archives de l'agglomération de Pau, mais aussi de la ville de Pau, et surtout de 13 communes qui ont conventionné avec le service, donc Hydron, Bizanos, Lescar, Artigloutan et j'en passe. Donc, ils sont également conservés des archives privées, donc des archives qui peuvent provenir d'associations, d'entreprises, de personnalités locales. Donc, par exemple, vous pouvez venir consulter le fonds du Cercle Anglais, ou encore le fonds de Georges et Jacques Aliès, qui sont des férus de pelote, ou, pour notre assemblée d'aujourd'hui et M. Baylock qui est dans la place, la famille Baylock nous a donné l'année dernière ces documents de famille, et donc ils sont toujours en cours de traitement, et ce sera un complément extrêmement intéressant du petit fonds qui était jusqu'alors conservé au château et qui avait été acquis lors de la maison de la vente Baylock. Le service conserve actuellement plus de 2 km linéaires de documents à l'usine des tramways. Alors voilà, après cette présentation très succincte, vous avez donc compris que les archivistes n'ont pas vocation à faire histoire. Ils sont là pour mettre à disposition les sources de celles-ci. Alors, on peut donc se demander aujourd'hui ce que je fais dans une conférence sur l'histoire de la photographie. Quand on se plonge dans l'histoire du service des archives de la ville de Pau, on se rend compte que cette distinction n'est pas si simple. Les archivistes ont à plusieurs reprises œuvré à la compréhension de l'histoire de la photographie paloise. Pau et son agglomération ont la particularité d'avoir été le terrain de jeu de photographes depuis la création de la photographie moderne au milieu du XIXe siècle. La photographie a donc une place spéciale dans les services patrimoniaux. Ce que je me propose de vous présenter aujourd'hui ici, ce sont 3 grands temps forts, 3 moments où l'archiviste a travaillé sur l'histoire de la photographie pour comprendre ce qui fait la nature de notre travail. Cela sera aussi l'occasion de vous présenter les grands noms de la photographie paloise et des enjeux qui les entourent, de l'école de Pau aux photographes des années 50-60. J'étais plus vite que je...
Alors, le premier temps fort que je veux évoquer avec vous, c'est le travail de Christine Julia. Alors, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Christine Julia a été responsable des archives de la ville de Pau, puis de l'agglomération de 1980 à 2017. C'est elle qui a créé le service communautaire et c'est elle qui a permis la reconversion de l'usine des tramways en site de conservation et de diffusion du patrimoine. Et si son action fut fondatrice, ce fut autant au niveau du champ artistique que dans celui de l'histoire de la photographie. Dans les années 80-90, l'histoire paloise de la photographie est très peu, voire mal connue, en tout cas, surtout au niveau local. Dans le cadre de son travail, Christine Julia, archiviste de la ville de Pau, était amenée à explorer l'ensemble des locaux de la collectivité afin d'identifier les documents qu'il était nécessaire de conserver. Elle va un jour ouvrir une armoire dans les locaux de l'ancienne bibliothèque municipale située square Lafont et tomber sur une série de photographies anciennes non identifiées. Car oui, la photographie n'a pas toujours eu une place de choix dans les fonds publics. Elle a souvent été reléguée et considérée comme peu intéressante au profit des sons anciens, beaucoup plus prestigieux. Donc elle n'était absolument pas prioritaire dans les politiques de classement ou de reconditionnement des fonds. Heureusement, Christine Julia, que le 8e art intéresse, est tout de suite intriguée par la qualité de ces tirages. Elle va se pencher sur ces documents que l'on conserve sans connaître et elle va s'interroger, enquêter et faire réémerger l'école de Pau. Alors, si le rôle majeur de la ville de Pau dans les débuts de la photographie est aujourd'hui reconnu, c'est donc en partie grâce au hasard et à la pugnacité d'une archiviste. Pour comprendre la redécouverte majeure que cela représente, je vais prendre quelques minutes pour vous faire une parenthèse et vous parler de ce qu'on appelle l'école de Pau. Alors, à titre d'information, je ne suis absolument pas amatrice de ce courant et donc je m'appuierai sur les mots de Christine Julia qui en parlait beaucoup mieux que moi. Alors, l'école de Pau est le nom donné a posteriori au premier mouvement photographique de Pau. L'année 1853 est considérée comme son année fondatrice. Alors, cette école est formée autour d'un noyau dur de 3 grands photographes palois, Jean-Jacques Heyman, sur qui nous reviendrons un peu plus tard, Farnham Maxwell Light et John Stewart. Ils seront rejoints par d'autres grandes figures de la photographie, Pierre Langlumet, Léon Subercase ou encore Étienne Denis. Alors, eu égard à leur patronyme, vous pouvez remarquer que la présence britannique est assez marquée dans l'école de Pau. En effet, Pau et la photographie profitent à cette époque de l'essor de la colonie britannique. C'est un terreau extrêmement fertile parce qu'il y a à cette époque 2 grandes nations dans le développement de la photographie, la France et l'Angleterre. Et c'était un art qui nécessitait encore beaucoup d'argent et de connaissances scientifiques qui étaient présentes dans des classes plutôt aisées. Alors, Pau a la chance de regrouper l'ensemble de ces éléments à cette époque. Et enfin, surtout, n'oublions pas les Pyrénées, ce massif qui, pour l'instant, est moins célèbre que son cousin des Alpes, mais qui ne demande à cette époque à être découvert. Alors, grâce à l'école de Pau, les images des Pyrénées vont pouvoir s'exporter hors de nos frontières. La presse nous informe que les protagonistes de l'école de Pau ont ouvert un premier magasin rue d'Ettigny, Maison Libéra, en 1854. On peut y acheter des vues des Pyrénées, que je vous laisse apprécier, de Pau et de ses alentours, mais aussi des copies de grands maîtres, des études d'après nature,
Et aussi, on peut faire son portrait ou des copies d'art. Mais Hyman et Stewart ont d'autres aspirations. Ils veulent produire et diffuser en grand nombre et à petit prix l'image des Pyrénées. C'est un vrai défi, car à l'époque, la reproduction de la photographie passe par la lithogravure. On ne sait pas imprimer la photographie. Il décide donc de créer une imprimerie photographique en 1854 sur le modèle de l'imprimerie photographique lilloise Blancart Everard, qui a elle-même été créée en 1851. Et ils vont notamment publier l'ouvrage intitulé « Album photographique Pau et ses environs ». Alors malheureusement, ils ne connaîtront pas le succès dans cette entreprise et stoppent leur activité assez rapidement, donc dès 1855. Cependant, Théophile Marx, en 1858, diffuse et commercialise leur production et il reprend sûrement à son compte les épreuves de cette fameuse imprimerie photographique. Il va d'ailleurs les envoyer sous son cachet, Marx éditeur, au dépôt légal de Paris. Alors, bon, maintenant, concentrons-nous un peu plus sur le cœur de cette école paloise, Jean-Jacques Hyman. Originaire d'Alsace et ingénieur de formation, Jean-Jacques Hyman devient l'un des photographes palois les plus célèbres et les plus reconnus par le fruit du hasard. Alors, je m'explique. En fait, il souffrait de problèmes de santé et on lui recommande donc à cette époque un séjour à Pau qui était réputé pour ses cures hivernales. Il va y exercer de 1852 à 1857 et y rencontrer d'autres passionnés de cet art qui est alors nouveau. À Pau, ce membre fondateur de la Société française de photographie, né en 1854, crée le groupe des primitifs palois, aussi appelé École de Pau. Donc, comme on l'a vu déjà, derrière cette dénomination des hommes, tous issus de la bonne société, et réunis derrière une imprimerie photographique, Hyman et compagnie. Donc, parmi eux, Hyman est considéré comme l'un des premiers photoreporters grâce notamment aux photographies qu'il effectue de l'incendie de Morlas en 1854. En fait, il a l'idée géniale de se rendre tout de suite sur place. Pionnier de la photographie, Jean-Jacques Hyman exerce dans une décennie où la photographie s'invente toujours. Donc, fort de ses compétences scientifiques, il met au point plusieurs inventions dont il va déposer le brevet. Il est parmi les premiers, par exemple, à permettre l'agrandissement des négatifs, qui ne pouvaient alors être développés qu'à l'échelle 1:1. Donc ces prouesses techniques, lorsqu'il saisit avec netteté, par exemple, le mouvement de la foule au marché de Pau, lui valent les éloges de ses pairs. Il figure parmi, en fait, les premiers à immortaliser ce type de scène de vie. Donc, figure emblématique de l'histoire de la photographie, Jean-Jacques Hyman marque l'histoire de Pau et surtout, il est l'un des premiers à nous en fournir l'exact visage. Donc, pour en revenir au travail de Christine Julia, on parle ici d'un travail de fourmi. Elle va dépouiller un nombre impressionnant de documents d'archives, mener des recherches longues et fastidieuses, faire de nombreux allers-retours sur Paris pour traquer les fonds patrimoniaux existants dans les autres institutions, mais aussi chez les collectionneurs. Elle va également beaucoup investiguer dans les collections de la Société française de photographie, naturellement. Un des premiers témoignages de son avancée est un article passionnant sur Hyman, paru dans les actes du 118e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques en 1993. Il est disponible, si vous le désirez, à l'usine des tramways, et autrement, il est sur Internet. Et franchement, je vous invite à le relire. Je pense qu'on n'a pas fait beaucoup mieux sur Hyman depuis. Alors, bien sûr, un des aboutissements les plus visibles de ces recherches sera l'exposition.
Pyrénées en images, de l'œil à l'objectif 1820-1860, présentée en 1995, ici même dans les murs du château, et dont elle sera commissaire avec Paul Mironneau et Lucie Abadia. Mais surtout, elle laisse une somme considérable d'informations pour ses successeurs. Elle offre aux suivants la possibilité d'identifier plus facilement les documents. Je voudrais juste insister un instant pour dire à quel point ce travail sur les sources disponibles est essentiel dans notre métier d'archiviste. C'est important parce que, d'abord, si la photo n'est pas identifiée, si ce travail d'identification n'est pas à minimum mené par l'archiviste, les chercheurs ne peuvent pas l'étudier. Comment pouvoir guider vers une source qu'on ne peut pas nommer nous-mêmes? Comment y donner accès? La photographie est alors comme morte, ce qui est un peu l'antithèse de nos principes de conservation. Et puis, deuxièmement, grâce à l'identification, on sait aussi, en tant qu'archiviste, ce que l'on doit conserver et ce que l'on doit acquérir dans les ventes. Ici, il s'agit de documents privés, d'origine privée, donc ils ne rentrent pas de façon automatique dans les fonds publics. Et grâce à son travail, Christine Julia a ainsi œuvré à l'acquisition de 2 photographies en 1992 du marché de Pau, donc on en a déjà évoqué ces photos. Donc, clichés par Reimann, très importants, car on les considère actuellement comme les premiers clichés nets de la foule. Alors, avec notre œil contemporain, elles semblent toujours floues. Mais à l'époque, le résultat est exceptionnel. Il est remarqué par tous. Enfin, Christine Julia a beaucoup travaillé sur le croisement des sources avec les autres acteurs patrimoniaux pour documenter ces fonds. C'est un travail fastidieux, mais essentiel, qui a notamment permis de repérer des fonds extrêmement intéressants aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, mais aussi, par exemple, au musée d'Alsace de Mulhouse. Le travail de Christine Julia montre que l'archiviste doit dans une certaine mesure comprendre ce qu'il conserve pour le mettre à disposition du public et que quand les outils de cette compréhension n'existent pas, c'est à lui de les construire. Alors, le deuxième temps fort que je vais vous présenter met en lumière un autre grand révélateur dans l'histoire de la photographie paloise. Il s'agit de Jacques Magendie et du travail mené par les archives communautaires autour de ces documents. Alors, Jacques Magendie, né en 1928 dans une famille de Lescar. Il a été l'un des plus grands collectionneurs et l'un des plus fins connaisseurs de la photographie ancienne du sud-ouest de la France. Il commence sa carrière comme aide-documentaliste. Et j'aime à croire que ça l'a aidé dans sa collection. Puis, il intègre les PTT. Dès son plus jeune âge, il entame sa collection de bibliophiles et va rapidement s'intéresser à la photographie. Il a animé de nombreuses conférences et a participé à la conception de nombreuses expositions pour faire connaître et partager sa passion. Il décède en septembre 2021 en laissant ses descendants dans un grand embarras. Son habitation et ses dépendances sont remplies de livres, d'archives et de photographies en tout genre. Il se retourne alors vers la maire de l'Escar et les services patrimoniaux de l'agglomération pour assainir cette situation et surtout sauver l'œuvre de Jacques Magendie. C'est dans ce cadre qu'est intervenu le service des archives communautaires. Alors, l'enjeu alors était de sauvegarder l'une des plus belles collections patrimoniales de la région, dans un ensemble totalement tentaculaire. Puisqu'on parle ici d'une maison avec dépendance de plus de 300 mètres carrés qui était remplie du sol au plafond. Voilà. Donc, cette intervention extrêmement complexe met en lumière les enjeux de notre profession.
On peut la décliner en 4 étapes. D'abord, comprendre Jacques Magendie et son fonctionnement. Les archives sont toujours le reflet de ceux qui les produisent. Il est donc essentiel pour nous de comprendre leurs producteurs avant d'intervenir. Si les photos du site peuvent donner l'impression d'un bazar total, il n'en était rien. Jacques Magendie avait son classement, il n'a juste jamais souhaité le mettre en avant avec des étagères étiquetées mentionnant ce qu'elle conservait. Et l'absence de classement d'une partie de sa collection était une forme d'organisation qui elle-même est porteuse d'informations. Notre rôle fut donc de retrouver et respecter cette organisation dans ce qui sera plus tard le plan de classement du fonds Magendie. Et il faut maintenant accepter qu'il ne sera sans doute pas l'ordre qu'aurait choisi l'archiviste, ni celui qui aurait fait le plus plaisir aux chercheurs. Ensuite, traiter la masse et en faire émerger les pépites. La collection Jacques Magendie, c'est le fruit d'une vie de recherche historique et de quête de perles photographiques. Travailler sur une telle collection, c'est donc savoir que l'on va voir surgir devant soi des témoins essentiels de cette histoire. Cette action était pour partie concomitante de la précédente, car nous avons eu des surprises jusqu'à la fin de notre intervention. Il communiquait beaucoup ses photographies, il n'hésitait pas à les présenter, des pièces de sa collection ailleurs, mais il ne l'a jamais commenté, en tout cas quasiment jamais commenté en tant que tel, sinon plutôt avec malice. Et comme je vous le disais, on pouvait avoir l'impression d'un grand n'importe quoi, mais en fait nous avons vite repéré qu'il y avait des structures dans l'espace. Et il n'en reste pas moins qu'une pièce de valeur esthétique, patrimoniale ou pécuniaire pouvait être cachée n'importe où, mais pas n'importe comment. Qui plus est, il était collectionneur. Et une pièce pouvait être de moindre intérêt pour lui, mais intéressante pour un service patrimonial. Nous ne partagions pas le même regard vis-à-vis des documents. Nous avions donc plusieurs freins pour repérer le bon grain de livret. La quantité de livres et de documents à balayer dans un laps de temps extrêmement court et contraint. Et puis, il faut rester humble. Le manque de connaissances du domaine. Jacques Magendie avait pour lui les connaissances d'une vie. Et nous nous retrouvions bien aveugles dans sa caverne, occupés à reconnaître ce que lui seul connaissait. Certaines pièces de la collection Magendie étaient connues, et on sait qu'il y a eu des vols suite à son décès, avant que la maison soit sécurisée. Alors, si je vous parle de cela, c'est pour vous montrer qu'en tant qu'acteur patrimonial public, on se positionne dans un domaine où il existe aussi de forts intérêts financiers. Une photographie ancienne peut coûter cher. Elle peut faire l'objet de collections, mais aussi de formes de spéculation qui en font augmenter le prix. L'enjeu pour un service public est de faire des acquisitions au prix le plus proche d'une valeur en soi, même si ce marché participe à un prix. Un service public ne revendra jamais un document entré dans ses fonds. L'objectif n'est pas la plus-value à la revente, mais surtout de ne pas flamber son budget en un achat. Ce qui n'est pas forcément évident quand on voit que le prix d'une simple carte postale peut monter à 5 €. Donc, cette parenthèse fermée, la troisième étape était de faire des choix et de renoncer. Vu le volume conservé par Jacques Magendie, il n'a jamais été question, mais je dis bien jamais, question de tout conserver.
Et si je parle depuis tout à l'heure de tri, je voudrais prendre un moment pour vous expliquer les critères. Il faut noter que les choix de l'archiviste ne sont pas ceux des familles ou ceux de la valeur esthétique. À titre d'exemple, quand nous sommes arrivés chez Jacques Magendie, sa famille était en train de mettre à la poubelle ses documents syndicaux. Alors oui, ils peuvent sembler bien anecdotiques à côté d'un antiphonaire, sauf qu'ils sont cruciaux pour comprendre l'homme dans sa globalité. Et puis, nous ne sommes pas des collectionneurs et nous n'avons pas les mêmes critères de sélection. C'est important de redire, comme nous sommes sur justement des domaines d'acquisition qui sont communs. On ne cherche pas l'exhaustivité sur un artiste. Nous essayons d'avoir seulement une image représentative de la production photographique sur une période donnée. Par exemple, on n'acquiert pas tout Jean-Jacques Heymann, même sur peau. Une vue doit aussi avoir un intérêt documentaire et être cohérente avec ce qui est déjà conservé dans nos fonds, mais aussi les fonds des institutions patrimoniales proches, donc ici par exemple les archives départementales, et bien sûr le château. Et puis surtout, il faut veiller à ne pas faire selon nos goûts personnels. Les fonds du service communautaire, même si j'en suis responsable et que c'est moi qui fais les acquisitions, ne seront jamais ma collection. Alors, cela peut sembler une évidence, mais dans le cas de la photographie, quand on arrive à ce moment où il faut acquérir des documents que l'on n'aime pas, ou pire, qu'il faut laisser partir des documents que l'on admire, parce qu'ils n'ont pas leur place dans notre institution, eh bien oui, c'est dur. Je vous fais part ici justement d'une émotion assez profonde qui m'a saisie quand j'étais chez Jacques Magendie et que j'ai tenu dans mes mains des documents assez exceptionnels de la commune ou un album de l'enterrement de Sadi Carnot qui était destiné à des proches et encore plus le frisson qui m'a saisi quand je les ai mis dans la pile de documents qui partaient à la vente aux enchères. Mais Pau n'est pas Paris. Donc, petite parenthèse d'ailleurs dans ce genre de cas, les professionnels du patrimoine travaillent en réseau et signalent les documents aux services compétents pour les acquérir. Donc, par exemple, ici, c'était les archives nationales. Alors, dernière étape, il faut documenter sa procédure. Il est essentiel de conserver la trace des conditions de conservation de chaque document, des décisions prises et des choix et premières interventions effectuées. C'est d'autant plus important que nous avons été plusieurs à intervenir chez Jacques Magendie et que, a priori, nous serons plusieurs à classer son fonds. Et puis, documenter la procédure, c'est aussi venir aujourd'hui devant vous et vous présenter ce travail, justement, pour que les documents que vous viendrez consulter en salle de lecture, et je n'en doute pas, que vous puissiez les prendre complètement dans leur globalité et en avoir une pleine compréhension. Et cette intervention sur site n'était qu'une première d'un travail plus long, l'identification complète des fonds. Alors, comme je vous le disais, 5 agents sont intervenus chez Jacques Magendie. Et donc, pour l'instant, on ne dispose pas d'une image globale et précise de ce fonds. Il va falloir dépoussiérer, voire désinfecter certaines pièces, rédiger des instruments de recherche, reconditionner. Tout cela doit précéder la communication en salle de lecture. Et certaines pièces fragiles se feront sûrement l'objet de restauration et de numérisation. Donc actuellement, on estime ce travail à 5 à 10 ans. Alors, je vous ai ici épargné les étapes administratives propres à toute acquisition de documents d'origine privée. Et d'ailleurs, 1 an plus tard, on est juste
en fin de finalisation du dossier. Alors, il était difficile en l'état de vous présenter le fonds Magendie, et je pense que cette difficulté ne s'estompera pas avec le temps, même classé, car il conservait des documents tellement éclectiques que difficile d'en avoir une image globale. Donc, pour résumer, on peut dire que cela comprend les archives personnelles et familiales de Jacques Magendie, sa collection photographique qui couvre un large panel de photographes, de techniques et de périodes chronologiques. Donc, on reviendra sur celle-ci un peu plus tard. Donc, ces ouvrages et enfin les fonds d'archives de personnalités ou de famille qu'on lui avait donnés ou qu'il avait acquis au fil du temps. On peut par exemple citer le fonds de Françoise Legrand, qui était maître de conférence à l'UPPA. On comprend aussi un fonds d'archives en voyant ce qui a été éliminé. Alors, ceci s'applique aussi à notre cas, et on a dressé une liste rapide, très rapide, de ce que le service n'a pas conservé. Il disposait ainsi de très nombreux ouvrages de littérature classique, annotés, de revues, mais aussi de littérature enfantine. Toute forme de littérature était, je pense, présente chez Jacques Magendie. Alors, je vais maintenant vous faire un focus sur l'histoire de la photographie paloise à travers sa collection. C'est tout de même ce qui nous intéresse aujourd'hui. Une collection est le reflet du caractère de celui qui la constitue. Celle de Jacques Magendie était le reflet de sa curiosité intellectuelle. Il n'avait pas de limite pour la littérature comme pour la photographie. Donc, sa collection intègre donc des primitifs palois, l'école de Pau, le seul daguerréotype connu de Pierre Langlumet, mais aussi un exemplaire rare de l'album de Jean-Jacques Ayman, dont on a parlé un peu plus tôt. Alors, Pierre Langlumet, justement, à ce titre, est intéressant car il marque le passage du daguerréotype à la photographie au collodion humide. Il disposait d'un nombre important d'ambrotypes, datant de 1860, mais aussi de nombreuses vues stéréoscopiques, dont certaines ont alimenté le site internet du Stéréopole. Vous en avez plus de 9000 qui sont en ligne actuellement. Je vous invite à aller les consulter. C'est assez extraordinaire dans sa richesse. Ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui est peut-être un petit peu plus anecdotique. C'est sa collection de photocartes. Les photocartes ou portraits-cartes sont des tirages d'un format toujours identique. La photographie est tirée sur un papier d'une dimension de 5,2 sur 8,7 cm. C'est précis. Elle est contrecollée sur un carton, format carte de visite, d'où le nom, soit 6,2 sur 10,3 cm. Ce type de photographie apparaît dès 1854 et va se répandre assez rapidement grâce notamment à Eugène d'Istéry, donc célèbre photographe parisien qui a réalisé le non moins célèbre portrait de Napoléon III. Alors, ce support va connaître un engouement phénoménal. Dès 1860, chaque famille bourgeoise de l'époque possède un ou des albums à dater à ce type de photographie. Alors, pour exemple, en 1872, l'atelier d'Istéry produit 2400 photocartes par jour. Donc, ces documents sont particulièrement intéressants, car ils sont très instructifs pour l'histoire de la photographie. Au début, le nom du photographe apparaît sous le cliché. Puis, petit à petit, il apparaît au dos qui était jusqu'alors vierge. Le photographe commence à développer sa marque et nous dévoile ainsi son identité, ou plutôt l'image qu'il veut nous renvoyer. Ses médailles, son nom, le type de photographie qu'il réalise. C'est, en somme, la publicité de son studio.
Dans le cadre de l'exposition Sous l'objectif, sur laquelle je reviendrai peut-être un peu plus tard, je les ai particulièrement étudiés pour la famille Paco. Ce clan n'est pas originaire de Pau, bon, comme la plupart des grands photographes palois. Mais ils viennent du centre, du Cher et d'Indre. Quand on parle de Paco, on évoque le plus souvent que Michel Paco, parfois un peu Stanislas. Par contre, les recherches dans les archives, notamment leur succession, permettent de mettre en lumière 6 Paco. Les documents écrits nous disent qu'il y a donc une véritable lignée de photographes. Mais comment ensuite attribuer à chacun ses clichés? Ces photocartes permettent de mieux savoir qui a exercé où et quand. Si Michel Paco travaille également pour l'administration, son activité se concentre rapidement autour de sa boutique d'encadrement et de photographie. Il travaille à Pau, puis à Orthez et à Biarritz. Eugène, son fils, prend la suite et photographie essentiellement Biarritz et l'Espagne, où il va éditer un certain nombre de cartes postales. Pierre, qui a auparavant exercé à Châteauroux, est installé rue Bernadotte à Pau, mais aussi à Salis de Béarn et à Luchon. Stanislas est le voisin de son frère, rue Bernadotte, avant de s'installer rue Serviez, rue de la Préfecture et aux Aubonnes. Leur entreprise dispose toutes d'une base à Pau et sont pérennisées grâce aux succursales installées dans les villes touristiques. Leur thématique traduit un véritable attachement profond à cette région. Donc, Pierre Paco, qui signe ses photographies avec la mention « photographie parisienne », en est peut-être le plus éloigné. Stanislas, lui, propose le prêt de costumes traditionnels béarnais aux personnes dont il tire le portrait. Michel signe, lui, ses photographies de la devise paloise « Urbis Palladium et Gentis ». Cette habitude est reprise et adaptée par son fils Eugène, qui appose la devise des villes qu'il immortalise sur ses cartes postales. Malgré ces apports, il reste cependant difficile d'établir avec certitude la parenté de certains clichés. Il faudrait donc poursuivre les recherches. La signature des photographies, élément de singularisation, ne fait dans ce cas que souligner le lien familial qui unit ces hommes. Les photographies de Pierre Paco portent souvent la mention « Pierre et fils ». Stanislas, de 15 ans le cadet de Michel et de 7 celui de Pierre, appose la signature S. Paco jeune. Nombre de ces clichés portent uniquement la mention Paco. Si seul Michel Paco, aîné de cette lignée, est resté dans la postérité, le temps, en estompant les distinctions entre ces photographes, n'a fait qu'accroître la cohérence de cette œuvre familiale pour notre œil contemporain. Alors, je vous précise justement que dans la collection Jacques Magendie, c'est extrêmement intéressant car il disposait d'exemplaires très rares de photocartes colorées à la main. Et puis, je ne pouvais conclure sans dire aussi que Jacques Magendie ne faisait pas que collectionner des photos. Il en prenait aussi. L'histoire de la photographie ne s'écrit pas uniquement avec l'histoire des grands photographes, qu'on oublie d'ailleurs assez souvent. Elle se nourrit aussi de l'histoire de la démocratisation de la photographie, de l'histoire de la photographie de famille, et c'est aussi cela qui enrichit l'histoire locale. Je ne pense pas que l'exposition qui est actuellement au château vous démentira. Les descendants Magendie m'ont d'ailleurs regardé avec des yeux assez écarquillés quand je leur ai dit que nous allions conserver des échantillons de ces clichés d'insectes. Ils faisaient des séries entières sur les limaces, les escargots, les coccinelles, ainsi de suite. Mais d'abord,
c'est encore une fois une part de sa personnalité qu'il est nécessaire de préserver et que l'on doit conserver. Et puis, au regard des changements actuels, il pourrait bien être un témoignage précis sur la faune pyrénéenne de la seconde moitié du XXe siècle. En tant qu'archiviste, on recueille aussi les sources d'une histoire qui ne s'écrira peut-être que dans 50 ou 100 ans. Et il faut garder l'esprit ouvert. Jacques Magendie avait coutume de raconter comment il avait acquis certaines de ses pièces, de ses plus belles pièces, à la poubelle ou par hasard. Et je ne le démentirai pas totalement. C'est le hasard, et sa curiosité aussi, qui lui avait ainsi permis l'identification de la bigotière d'Aymann, présente dans un ouvrage sur les bords de Marne. Vous en avez un exemplaire ici présent. À l'époque, on ne connaissait que 2 versions de cette photographie prises sur les bords du Gave, dans le parc du château d'ailleurs, avant qu'il ne repère cette attribution erronée. On ne doit pas oublier cet adage à l'heure de la patrimonialisation de sa collection. Il s'applique d'ailleurs à l'exemple des photographies mises en lumière par Christine Julia également. On ne connaît l'histoire de la photographie paloise qu'à travers quelques pièces, sans doute encore minoritaires par rapport à la production locale pour le XXe siècle. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il en va peut-être ainsi aussi de toute histoire. Il faut aussi noter que Jacques Magendie aurait pu rester le seul homme à connaître cette photo, mais il a décidé à l'époque de la partager avec nous. Quand on traite la collection d'un homme si féru d'histoire, si attaché à ces documents qui en sont les témoins, et en même temps si attaché à faire vivre ses connaissances, on prend conscience, en tant qu'archiviste, de notre rôle à notre tour dans la perpétuation d'une mémoire locale. Alors, pour terminer, je vais évoquer les animations autour de la photographie proposées par les services patrimoniaux de l'agglomération cet hiver. Alors, comme vous avez eu peut-être l'occasion de le voir, le service des archives et la bibliothèque patrimoniale ont proposé 2 expositions. La première, l'exposition Sous l'objectif. Elle a été présentée à la médiathèque André Labarrère et dressé le portrait de 10 photographes ayant œuvré dans l'agglomération de 1850 à 1950. La deuxième, derrière l'objectif, revenait sur l'histoire des techniques de la photographie. Car l'histoire de la photographie, c'est d'abord l'histoire de ces techniques. Et les enjeux pour un photographe ont longtemps été de saisir le plus précisément possible une réalité et de la fixer le plus nettement possible sur un support. Les expositions ont été animées de nombreux ateliers à destination du grand public, des familles, mais aussi de publics plus spécialisés, visites guidées, démonstrations de conception d'un ambrotype, ateliers caméra obscura et sténopée ou encore light painting. Une publication a accompagné ces événements, nommée Objectif Pau. Elle retrace cette histoire de la photographie de Pau et surtout interroge sa place dans les fonds patrimoniaux de Pau et de son agglomération. Bon, mon but ici n'est pas de vous résumer ce qu'il s'est passé et ce qu'il s'est dit en quelques minutes lors de ces expositions. Il fallait y être. Pour les personnes absentes de Pau, ces 4 derniers mois, je vous préviens, il reste quelques ouvrages disponibles à l'usine des 3 mois en vente. Et pour les personnes qui ne seront pas présentes ces prochaines semaines sur Pau, cet ouvrage restera disponible dans les médiathèques de l'agglomération. Non. Ce que je voudrais, c'est vous montrer comment le travail de l'archiviste et le travail historique se sont articulés et nourris l'un de l'autre dans ce contexte. D'abord, je tiens à signaler que l'archiviste n'est pas seul. Il dialogue avec des spécialistes
mais pas seulement. Et dans le cadre de ces expositions, le travail a d'abord été une collaboration interne entre le service des archives communautaires et la bibliothèque patrimoniale. Et ce travail s'est nourri ensuite d'échanges avec des collectionneurs, des spécialistes de la photographie ancienne et surtout des photographes. Je tiens d'ailleurs à rappeler le rôle important du musée de la photographie de Saint-Bonnet-les-Murs, qui nous a prêté une grande partie de sa collection, et sans eux, nous n'aurions bien en peine de réaliser l'exposition derrière l'objectif. Et ils nous ont commenté tout ce matériel, ce que nous aurions incapables de faire également. N'oublions pas d'ailleurs aussi la présence de Raphaël Laurent, qui réalise des photographies contemporaines avec des techniques anciennes. Alors, je ne parle pas de tout ça pour faire, je ne sais, de la publicité ou bonne impression, du tout. Ce que je veux vous dire, ce qui me semble essentiel, c'est qu'en tant qu'archiviste, on connaît les éléments liés à la technique de la photographie. Mais par exemple, les tests effectués par les pionniers, qui sont si nombreux, il est essentiel pour nous d'avoir à nos côtés des spécialistes pour pouvoir les identifier, pour comprendre leur intérêt et surtout pour adopter les bons gestes pour les conserver. On ne fait progresser l'histoire que dans le dialogue. Et puis, ce dialogue, il est aussi noué avec les habitants. Ce que nous rappelle la photographie, justement, c'est que ce sont les gens les plus proches des événements qui peuvent parfois le mieux en témoigner. Et que la photographie reste un superbe outil pour entamer ce dialogue. À ce titre, les expositions sont d'ailleurs des moments assez précieux. On tombe au hasard d'une visite sur une personne heureuse de voir ce dont elle se souvient réapparaître. Ces témoignages illustrent et donnent plus de vie encore aux photos qu'on peut conserver. Et puis, il faut l'avouer, parce qu'une photo peut mentir ou tromper, il nous en explique parfois aussi complètement le sens. Faire un effort de compréhension pour donner accès à un document d'archive, c'est aussi s'ouvrir à la possibilité que quelqu'un d'autre s'en saisisse et vous en offre une facette supplémentaire. Alors, c'est un cercle vertueux en somme. Pour vous donner un exemple, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Donc, on est en début d'année, janvier. On est en fin d'exposition. J'ai fait un certain nombre de visites commentées. On est un samedi matin. J'avoue que je commence à être un peu lasse. J'arrive vers la salle d'exposition et là, je vois une dame un peu âgée qui en sort et visiblement, elle est émue. Alors, je lui demande si elle a besoin d'informations. Et là, elle m'informe qu'elle vient de voir le portrait de son grand-père dans l'exposition. Et dans la conversation, en fait, je comprends qu'elle a vu non seulement le portrait de son grand-père, mais aussi de son arrière-grand-père. Et qu'en plus, c'est eux qui ont réalisé ces photos. En fait, je suis devant une des descendantes Subercase. Elle n'est pas de Pau, et elle vient par hasard à cette exposition. Elle a vu que c'était la photographie, animée par les mêmes intérêts que ses aïeux. Elle a eu la curiosité de venir et elle est tombée en face de ces portraits. Alors en plus, ils étaient taille poster. Parce qu'ils sont plutôt beaux. Et elle a fait la visite commentée avec nous. Et quand on est arrivé justement sur cette photographie de famille des Subercase, en fait, l'intitulé de cette photographie a pris tout son sens quand elle a posé son regard sur ce cliché. Et je pense que les personnes qui étaient avec nous ont vraiment pu apprécier de pouvoir discuter avec cette personne qui avait connu les photographes. Elle avait accompagné son grand-père jusqu'à ses derniers instants. C'est un témoignage extrêmement riche et qu'on a eu la chance de pouvoir recueillir par hasard. Donc, petite parenthèse justement historique sur les Subercase. Les Subercase sont
les portraitrices de Pau. Il s'agit donc de Léon et de son fils Félix qui a pris la suite. Ils œuvrent sur Pau à partir de 1858, date à laquelle Léon installe son atelier de peintre-photographe à Pau au milieu du XXe siècle. Félix lui succédera en 1898. Alors, Léon vient des Beaux-Arts et passe à la photographie tout en utilisant ses connaissances justement pour retoucher ses photographies et les colorer à l'aquarelle. Son fils reprendra ces techniques et ils vont comprendre assez rapidement l'intérêt de la bonne société pour la photographie et se spécialiser dans le portrait. Alors, au-delà de cet exercice qui peut nous sembler bien académique maintenant, ça fait tout de même 120 ans qu'on voit ce type de portrait, on peut considérer quand même que leurs portraits sont beaux et profonds. Pardon, je vous laisse juger derrière. Alors, une exposition, c'est donc l'aboutissement d'un long travail de collecte, de classement, de conservation, mais aussi c'est une communication qui s'ouvre sur de nouvelles perspectives. Ce focus est aussi l'occasion de dire qu'en archive, on est toujours le successeur de quelqu'un et le prédécesseur d'un autre. C'est d'ailleurs, à mon avis, le secret de notre longévité depuis 1515. Une partie de notre travail a donc été de perpétuer et de poursuivre celui de Christine Julia. On a travaillé comme elle à préciser les destins de certains noms de la photographie. Ainsi, Marie Prévotat. Les recherches dans les fonds d'archives ont permis de retracer une partie de son chemin depuis Paris à Pau, même s'il reste une grande part d'ombre. La prise en compte de ces éléments a permis d'affiner notre politique d'acquisition et de faire justement entrer les vues panoramiques que vous avez derrière moi sur la chasse au renard dans nos fonds. Les échanges avec des collectionneurs ont permis de connaître sa destinée canadienne et de découvrir une partie de sa production à Pau. On peut maintenant en dire un peu plus sur elle. Elle vient de Paris, d'une famille assez modeste. Son père est peintre-décorateur et sa mère est fleuriste. Elle semble avoir toujours exercé la profession de photographe et a notamment déposé des brevets dans le domaine. Elle arrive sur Pau avec sa mère, qui décédera dans la ville en 1906. Elle semble extrêmement bien intégrée dans la bonne société et prendra notamment des photos du Poent. Et elle fait partie du club alpin de Paris et accompagne des Pyrénées extrêmement célèbres, notamment Russell, dans leurs excursions. Il soulignera d'ailleurs la qualité de ses photographies. Ça fait justement partie un peu de son côté romanesque. Elle va régulièrement partir à l'aventure, comme elle le fait quand elle part au Canada. Là-bas, elle fonde un orphelinat, mais parcourt et descend le Saint-Laurent. Elle réalise des conférences, parfois à tendance écologique sur les forêts, où elle commente des photographies. Sa vie est donc un fait de voyage. Et en dehors de Paris, sa ville natale, où elle retrouve sa sœur, elle semble marquée par la nature, qu'elle photographie admirablement. Elle sait par exemple saisir la vie et la violence paisible de l'eau, ce qui est un fil conducteur entre ses photographies françaises et canadiennes. Elle a qui plus est un sens assez extraordinaire du cadre. Mais encore une fois, il est difficile d'en dire plus et d'être extrêmement affirmatif sur une personne dont il reste autant de parts d'ombre. On ne peut pas vraiment comprendre comment elle mène sa vie au regard de ses finances, par exemple. Il serait également extrêmement étonnant qu'elle n'ait pas photographié Paris. Elle est parisienne, elle est photographe installée à Paris, elle y a vécu de nombreuses années, mais actuellement, je serais bien en peine pour vous dire si ces photos ont existé ou si elles existent encore dans une institution patrimoniale. C'est d'ailleurs l'occasion de préciser que si les démarches qui nous nourrissent sont les mêmes que celles qui ont guidé Christine Julia,
nous bénéficions aujourd'hui de ressources incroyablement plus riches. Elle a dû parcourir la France pour mener à bien ses recherches dans les années 90. J'ai pu, heureusement pour moi, accéder à plus de ressources sans avoir à prendre ne serait-ce que le train une fois. En 30 ans, de nombreuses institutions culturelles, donc des musées, des bibliothèques, des services d'archives, ont mis en ligne leur catalogue et parfois même leurs collections numérisées. Le numérique apporte des outils de recherche importants. Cela permet par exemple de comparer les signatures, de les identifier en les retrouvant chez d'autres qui ont déjà pu les attribuer, de retrouver des photographes partis justement à l'étranger. Et en tant qu'archiviste, ce sont des outils que l'on utilise pour nourrir nos recherches dans le cadre de nos descriptions, mais aussi pour alimenter les sources complémentaires des fonds. Et c'est aussi un axe de travail extrêmement important en ce moment, dont l'importance ne nous échappe pas. Elle permet entre autres la recherche historique. Et c'est un travail qui se poursuit, même après la mise en ligne. Alors, vous avez la primeur de cette information aujourd'hui, mais les archives communautaires vont changer de site internet pour proposer, je l'espère, une recherche plus performante qui est cette fois-ci basée sur un langage international. Donc, dans le cadre de la photographie, où, comme je l'ai déjà dit, de nombreux photographes ne sont pas palois, où les destins ne sont pas seulement nationaux, mais internationaux, ceci est particulièrement important. Alors, je parle de langage international parce que la description des archives et des documents d'archives est normée, et justement par des normes internationales. Je voudrais revenir là-dessus. Lors de la préparation des expositions, sous et derrière l'objectif, on a bien sûr été amené à consulter en masse tous nos instruments de recherche. On menait aussi une politique d'acquisition en cohérence avec ce sujet et donc on a dû réaliser la description de nombreux documents nouvellement arrivés. Et puis, en parallèle, le service menait son projet de nouveau site internet et revenait sur les instruments de recherche déjà réalisés. Ce contexte nous a donc amené à nous réinterroger sur nos descriptions de documents et notamment sur les quelques mots qu'on nomme en archivistique l'intitulé. Alors, l'intitulé, c'est la porte d'entrée dans un document d'archive. Au XIXe siècle, on faisait très long, mais avec le numérique, nous sommes obligés d'être de plus en plus brefs. Et c'est surtout le moment où on est au cœur de notre métier. Trouver les mots pour donner accès, pour faire connaître. Et en même temps, c'est le moment où on peut sortir pour raconter une histoire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, sur le papier, cela peut sembler très simple de décrire un document et encore plus quand on décrit une photographie. Et pourtant, si je vous montre cette photographie, donc, certains me diront que c'est le château, surtout aujourd'hui. D'autres y voient le Gave. D'autres encore me parleront du bas de la ville. Et enfin, certains me diront que c'est tout ça. On est déjà à 4 descriptions. Heureusement, Pierre Langlumet a pensé à nous et a donné un titre à la photo. On doit le récupérer. Le principe de description est en effet de reprendre le titre de la photographie comme intitulé s'il existe. Alors vous allez me dire, ça semble bien simple, justement, c'est super, quand il y a un titre, ça facilite énormément le travail. Il faut cependant mesurer que le nombre de photographies que l'on traite avec un titre est plutôt minoritaire. Ce sont le plus souvent des photographies de professionnels et des photographies éditées. Et comme je vous l'ai déjà dit, on travaille aussi avec des photographies non éditées, des photographies d'anonymes, des photographies techniques, des photographies de famille. Et puis, avoir un titre, cela peut aussi donner cela.
Cet intitulé-là, je ne suis pas sûre qu'on aurait été nombreux à le trouver. Mais cela veut dire aussi que sur son intitulé seul, vous ne l'auriez pas consulté. Alors, on voit que l'équilibre en termes de description est précaire, zéro information et la photographie est inaccessible, comme nous l'avons dit. Voilà la photo qui se cachait derrière. Donc, cela va très vite pour une photographie de perdre son sens. On l'a déjà évoqué plus tôt sur la photographie de la bigotière d'Ayman, qu'on avait attribuée au bord de Marne, parce qu'avec son cours d'eau, sa barque, sa petite maisonnette en mode guinguette et ses hommes à chapeau, elle colle à l'image. La plupart des photographies ne sont pas signées. On perd donc très vite leur parenté. Une origine géographique peut être établie que si on a la chance d'avoir un arrière-plan éloquent. Le château d'eau, par exemple. Sinon, ça devient extrêmement difficile de pouvoir identifier le lieu. Et quant à la date, la majorité des techniques utilisées ne permettent pas de l'affiner très précisément. Et surtout, n'oubliez pas que Raphaël Laurent réalise des ambrotypes actuellement. Et à titre personnel, je suis extrêmement méfiante, par exemple, des photos noires et blancs qui peuvent être très trompeuses. Justement, dans les années 60, il y avait encore la foire aux bestiaux dans le centre de Pau. Ça peut être trompeur. Et quant aux personnes, en dehors des personnes célèbres, vous avez peut-être repéré dans les portraits de Subercase qu'il y avait Russell, mais les autres, sur leur visage, impossible d'identifier pour l'instant. Les photographies non identifiées sont un peu le cauchemar pour l'archiviste, parce qu'on sait qu'on les préserve presque en vain et que leur chance de faire histoire est quasiment inexistante actuellement. Il n'est d'ailleurs sans doute pas innocent que le nombre de services d'archives lors de l'admiration et de la mise en ligne de leurs fonds iconographiques ait mis en place des rubriques d'identification pour ce type de photographie, leur offrant d'ailleurs ainsi une paradoxale mise en lumière. Alors, pour les spécialistes de la photographie, justement, qui sont dans la salle peut-être, le musée de Cleveland cherche toujours des informations sur ce cliché de William Henry Gebhard. Alors, je vais donner le nom, présent sur leur site. Donc, si vous voulez vous y tester et que vous reconnaissez la maison, vous pouvez leur écrire. Là aussi, le dialogue, la prise en compte de parcours individuels et de connexions et de connaissances qu'ils permettent sont de précieux atouts à prendre en compte surtout. Alors, vous allez penser autant en dire beaucoup donc, mais on bascule vite dans le trop. 2 exemples pour illustrer mon propos. On a évoqué tout à l'heure Marie Prévota. Elle avait pour coutume de signer ses photographies M. Prévota. Sauf que dans les analyses initiales de nos instruments de recherche, ces photographies, avec le M, s'étaient transformées en Monsieur. Bon, vous allez me dire qu'il n'y a pas mort d'homme, ou plutôt de femme en l'occurrence. Mais l'intitulé et son analyse ne nous ont pas empêché de retrouver les documents. Donc bon. Mais cette surinterprétation reste quand même une présentation mensongère, ce qui n'est absolument pas notre but. Et puis, je vous donne ce que peut donner un intitulé actuellement sur notre site internet, qui veut parfois en dire un peu trop. Nous avons des analyses comme « Femme sur un balcon portant des lunettes ». Si on a des spécialistes de l'histoire de la lunette dans la salle, ils seront ravis. Et pour les autres, on peut se dire qu'en dehors de la poésie des termes, nous ne sommes pas vraiment sur un intitulé très intéressant. Parce qu'il faut bien se rendre compte que le niveau de description, c'est un choix. C'est le choix de l'archiviste. Si je passe beaucoup de temps à décrire chacune des photographies à la pièce, si je mène des recherches historiques sur chacune, j'en mets d'autres de côté.
car on ne dispose matériellement actuellement pas du temps pour mener ce travail sur l'ensemble des clichés que nous conservons. Alors oui, même si nous avons conscience que nous allons perdre des informations, nous, archivistes, nous avons aussi appris à faire des renoncements. Alors, je termine sur cette note un peu en demi-teinte, après vous avoir parlé de tous les moments où l'archiviste enquête et travaille pour l'histoire de la photographie. Mais on joue avec les frontières du métier quand on décrit un document entre présentation et interprétation. Ce qui est prioritaire pour nous est de fournir une mention du lieu, de l'événement, des personnes présentes, quand c'est possible. Là encore, ce sont des choix. Comme nos fonds concernent un espace géographique relativement restreint, l'agglomération, on essaye d'identifier les lieux au-delà du nom de la commune, ce qui pourrait être suffisant, par exemple, à l'échelle départementale. J'ai évoqué la rédaction d'un intitulé, mais la description archivistique ne se limite absolument pas à cela. On travaille également, par exemple, à l'indexation, alors aux archives communautaires essentiellement géographiques, et on travaille sur la contextualisation de la photographie. Alors, pour montrer l'importance de ceci, je vais évoquer un dernier photographe. C'est le dernier. Jean Lamazouère. Alors, Jean Lamazouère est originaire de Jurançon. Enfin, quelqu'un d'ici. Il s'installe à Pau, comme d'horreur. Habile photographe, il réalise tôt de nombreuses campagnes photographiques pour l'administration publique. En 1883, il accompagne le parquet de justice de Pau, par exemple, sur le site tragique de la mine d'art. Il travaille également pour le compte des services techniques comme les ponts et chaussées. Alors, si vous avez l'occasion d'aller à Paris, je vous invite à aller consulter son fonds aux ponts et chaussées qui est magnifique. Il est alors amené à photographier les grands travaux publics. Il est à ce titre le témoin d'un grand changement économique, social, culturel et surtout paysager. Les débuts du chemin de fer. Il œuvre aussi pour l'avancée de la science, collaborant avec par exemple le directeur de l'Observatoire de Meudon. Ces clichés, 30 à 40 panoramiques de grande taille, pris au pic du Midi en octobre 1886, constituent à l'époque une source inestimable pour l'étude des phénomènes atmosphériques. Ils vont servir à souligner l'intérêt justement de l'utilisation de la photographie en météorologie, mais plus généralement en sciences. Le nom de Lamazouère est rapidement associé à celui de Varichon, devenu en 1886 son gendre. Ensemble, ils tiennent d'abord un magasin d'encadrement, fonction souvent associée au premier photographe. Mais ils prennent rapidement conscience des usages possibles de la photographie et prennent un virage plus novateur, l'édition de photographie à des fins touristiques. Alors, ils transforment leur commerce en magasin de souvenirs pyrénéens à destination des touristes. Ils y vendent notamment les albums souvenirs de Pau, mais aussi de Lourdes ou les Aubonnes, illustrés de vues devenues classiques des principaux monuments et panoramas de ces villes. Fort de ce grand succès commercial, Lamazouère fixe dans l'imaginaire collectif, même bien après sa mort, le visage de Pau et de ses alentours. Je précise ici un élément. Après l'étude des clichés et des parcours individuels de Lamazouère et de Varichon dans le cadre de la préparation de l'exposition sous l'objectif, je pense qu'on peut maintenant affirmer que Varichon n'a jamais été photographe. Il a pris juste la suite de Jean Lamazouère et réédité ses clichés. Ce que cette brève présentation nous apprend, c'est qu'il y a deux Lamazouère, si l'on peut dire. Celui de la photographie administrative et celui de la photographie
touristique. Bien sûr, on peut retrouver ces partis pris artistiques dans l'ensemble de sa production. Mais il me semble qu'il serait assez mensonger, là aussi, de ne pas mettre l'accent sur la finalité de son travail quand on présente ses sources. Le contexte de production est plus important dans le cadre d'une description archivistique que la présentation prétendument exhaustive du contenu de celui-ci. On ne présente pas deux clichés pris dans deux cadres différents de la même manière. Si on résume ce que le travail sur ces deux expositions a apporté pour l'histoire de la photographie, je pourrais dire rien, si ce n'est la poursuite du travail entamé dans les années 80. Je vois ce travail comme un travail continu du service depuis 43 ans, pour acquérir des documents, œuvrer à leur bonne conservation et à leur bonne compréhension. Les archivistes ont tenté de rendre cette histoire accessible par la description des photographies, comme par leur valorisation dans des temps phares que sont les expositions. Cela pourrait faire de nous de grands rétrogrades, occupés à la même tâche depuis près d'un demi-siècle. Mais ce serait se méprendre. L'archiviste est ancré dans le passé parce qu'il travaille pour l'avenir et regarde vers lui. Nous n'avons pas donc hésité à réinterroger nos pratiques, en matière de description notamment. Et nous menons des politiques d'acquisition plus offensives, des photographies contemporaines, notamment par l'appel aux dons. Par la réalisation de campagnes photographiques, dans le cadre notamment des grands travaux urbains actuels. On agit à l'heure où les événements et les lieux font toujours sens pour nous, afin de faire gagner du temps de travail à nos collègues, les archivistes de l'an 2100. Alors, pour conclure cette présentation, on peut dire que si l'histoire de la photographie bénéficie d'un cadre bien défini au niveau national, elle reste à l'échelle locale une histoire écrite par à coup et faite de hasard. Cela s'explique sans doute par le fait qu'elle s'est faite hors de tout cadre institutionnel précis. Dans les temps forts de cette histoire, les archivistes de la ville de Pau, puis de l'agglomération, ont joué un rôle important pour cadrer le sujet, mettre en lumière les traces de ce passé photographique et pour révéler le parcours individuel et collectif dont elle témoigne. On peut dire qu'à ces occasions, l'archiviste jouait avec les frontières de sa profession et se rapprochait plus d'un apprenti historien. Mais ceci n'a en fait été fait que pour retrouver le sens profond de notre métier. Veiller à la conservation de ces traces du passé et surtout à leur mise à disposition. D'indéniables progrès ont été faits. Les archives communautaires conservent bien davantage de documents, reflets du passé illustre photographique de Pau. Ils sont bien mieux identifiés et on a œuvré à trouver des locaux de conservation adaptés. Pourtant, pour travailler à une histoire de la photographie, il faut garder en mémoire que des pans entiers de cette histoire nous sont méconnus, voire totalement inconnus. On pourrait encore découvrir des photographes palois, et cette perspective est tout aussi réjouissante qu'effrayante. C'est un biais dont il faut avoir conscience quand on est archiviste et qu'on assure la conservation d'un patrimoine. En 2019, vous avez peut-être vu qu'Emmaüs nous avait fait don aux archives communautaires d'un superbe fonds de plusieurs centaines de plaques de verre. Elle date d'une période où cette technique n'était pas accessible à tous. Elle nous immerge dans le regard de quelqu'un qui, s'il n'exerçait pas la profession de photographe, avait un sens profond de la photographie. Et pourtant, leur auteur nous en reste toujours à ce jour totalement inconnu. On se doit d'être vigilant
notamment dans nos politiques d'acquisition, et d'être humble dans nos affirmations. Une photographie peut toujours nous surprendre. Donc, rassurez-vous, je m'en porte garante devant vous aujourd'hui, les archivistes ne perdent pas de vue cette réalité. Mais ce biais, c'est à vous maintenant d'en prendre pleinement conscience. L'archiviste n'est là que pour faire l'histoire, n'est pas là pour faire l'histoire, mais pour la rendre possible. Les documents d'archives, photographies ou non, ne peuvent faire histoire que si une population, des chercheurs, des passionnés, des curieux, comme des réfractaires, que si quiconque, au fond, s'en saisit. Et les archivistes ne pourront faire connaître ce pan de l'histoire paloise et des mines d'informations que les photographies portent avec elles sur l'histoire économique, sociale, architecturale et culturelle que si nous le décidons collectivement. Il y a quelques années, Jacques Mingindy terminait une conférence sur la photographie paloise par ces mots. Faut-il conclure ? Vous devenez ce qu'a d'incomplet ce panorama. Si l'école de Pau est bien cernée, tout reste à étudier dans le secteur de la photographie commerciale des années 60-70. Photos de studio et photos de consommation familiale à travers albums et vues stéréo. Aucun étudiant de maîtrise n'a consenti à s'attaquer à ces domaines. Il me semble qu'il y aurait matière d'intéressement, recoupement et peut-être à de surprenantes découvertes. Depuis 2021, les services patrimoniaux de l'agglomération se sont fait le relais de cette demande, qui est toujours d'actualité, et ont essayé non seulement d'améliorer la connaissance de l'histoire de la photographie paloise, mais surtout d'en consolider les bases en travaillant à la conservation de ses sources. Depuis octobre 2022, dans le cadre des opérations de valorisation autour de l'histoire de la photographie, derrière la variété de nos actions, nous ne faisons qu'une seule et même chose, nous vous transmettons le flambeau. Et si je m'en suis saisie aujourd'hui, devant vous, ce n'est toujours que pour le donner et que le souhait de Jacques Mingindy soit exaucé. Peut-être que vous ressortirez de cette conférence en ne cherchant pas beaucoup plus sur la photographie. Bon, j'espère un petit peu quand même. Mais, fort de ce peu de savoir, il n'appartient qu'à vous de faire qu'il en soit autrement. Sortez donc d'ici pour monter dans vos greniers, explorer vos caves à la recherche de documents qui pourraient peut-être être conservés aux archives et éclairer l'histoire locale. Allez à la rencontre de vos aïeux comme des badauds pour les interroger ce qu'était Pau il y a 10, 20 ou 50 ans. Déplacez-vous jusqu'à l'usine des tramways et osez consulter les archives, car ce sont vos documents. Visitez l'agglomération avec la mission Ville d'art et d'histoire, en famille, entre amis ou même seul, et observez son architecture, théâtre des clichés que vous avez pu voir cet après-midi. Faites, en somme, que cette histoire, ce soit aussi la vôtre. Et sur ce, je vais conclure. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée.